Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Impact et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast produit par le laboratoire de sciences sociales Pacte pour mettre à l'honneur les travaux de chercheuses et de chercheurs. Dans cette deuxième saison, nous abordons les recherches en lien avec la situation dans laquelle nous avons toutes et tous sauté à pieds joints sans vraiment le vouloir depuis 1 an et demi, la crise de la Covid. Mais quels ont été les changements pour les Français d'un confinement à l'autre ? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Stéphanie Abrial, docteure en sciences politiques et ingénieure de recherche au CNRS dans l'équipe gouvernance du laboratoire Pacte. Stéphanie, bonjour. Bonjour Émilie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En écoutant votre intervention lors du séminaire de Pâques qui a lieu en juin, ce qui m'a sauté aux yeux en premier lieu, c'est ce qu'on n'a pas souvent le temps d'évoquer dans ce podcast, c'est la rigueur qu'il faut pour mener à bien une recherche. Votre recherche à vous, c'est une recherche qualitative. Vous avez interrogé un panel de 80 personnes pour venir préciser une enquête quantitative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quoi consiste votre recherche ? Et quelles étaient vos hypothèses au départ ? Donc c'est une recherche qui s'inscrit dans un dispositif plus collectif de recherche. Vous l'avez dit, on a travaillé vraiment sur cette situation inédite de cette crise sanitaire, du confinement, et avec plusieurs chercheurs, sociologues, politistes, du laboratoire Pacte, mais également d'autres laboratoires, à Marseille, à Toulouse. On a essayé de mettre des questionnements en lien avec cette situation de comment les Français, effectivement, ont-ils traversé cette année de confinement. Et souvent, quand on cherche à produire de la connaissance à travers des données de terrain par rapport à une situation, il n'y a pas une seule et unique méthode pour le faire. Donc, on utilise souvent des enquêtes qui vont cerner, qui vont essayer de mesurer, de quantifier des phénomènes, des enquêtes quantitatives. C'est le cas dans cette recherche, puisqu'il y a eu une première vague lors du premier confinement d'enquêtes quantitatives. Et puis, très souvent, on a besoin, pour préciser, pour affiner, pour prendre en compte aussi la parole des personnes, des enquêtés, d'avoir une enquête ou plusieurs enquêtes qui vont privilégier une approche plus qualitative. Et donc, c'est ce volet-là, cette approche qualitative-là, dont j'ai eu la charge à l'automne 2020. Alors, pas toute seule, évidemment, mais j'ai eu la chance de pouvoir associer mes étudiants de master Progis, ici à Sciences Po Grenoble. Alors, j'ai abordé le cadre un peu de cette recherche. Et sur cette enquête qualitative, donc, qui s'est déroulée à l'automne 2020, plus exactement entre le 16 novembre et le 18 décembre, c'est assez précis, mais c'est intéressant de préciser cette période parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période. On était confinés, on a déconfiné, on a reconfiné, il y a eu plein d'éléments et nous, l'entrée, ou en tout cas la question principale était de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois pour les Français ? Comment 6 mois après le premier confinement, les Français qui avaient répondu à l'enquête en ligne, donc il y a eu 16 000 répondants de l'enquête en ligne et 5 000 enquêtés qui ont été d'accord pour laisser leurs coordonnées pour être recontactés éventuellement pour justement des entretiens. Donc on a puisé dans ce panel, on appelle ça un panel, donc avec lequel on a pu recontacter des personnes, d'où les 80 profils qui n'ont pas du tout été pris au hasard comme ça, mais qui sont issus d'une méthodologie aussi de sélection de profils diversifiés, parce que si on interroge 80 personnes qui sont toutes dans des mêmes situations socio-économiques, mais on n'a pas de connaissances produites vraiment, et on ne peut pas monter en généralité sur qu'est-ce qui se passe pour les Français durant cette période-là. Donc, on a travaillé effectivement pour comprendre comment les questions de ressenti, d'émotions, de situations liées au logement, au travail, au télétravail, on en a beaucoup parlé, comment tout ça était traversé par ces enquêtés-là qui avaient accepté de nous répondre à nouveau dans le cadre de cette enquête. Vous avez une méthode de travail pour décortiquer tout ce qui vous est dit, décompter les réponses, tirer les conclusions. Qu'est-ce que ce travail vous a permis de mettre en lumière finalement ? Effectivement, une fois, je dirais que le travail d'enregistrement, de passation, comme on dit, des entretiens est réalisé, on se retrouve avec 80 enregistrements. Et on se dit là, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette masse d'informations ? Aucun entretien ne ressemble à un autre, puisque effectivement chaque personne est différente et peut évoquer, et il y a des points communs malgré tout grâce à la grille d'entretien dont je parlais. On ne garde pas les supports audio,
on les transforme en ce qu'on appelle des retranscriptions qui sont anonymisées, et donc l'analyse que l'on fait pour produire nos articles, nos résultats, part généralement de ces retranscriptions anonymisées de nos entretiens. On pourrait travailler ou se dire que l'on travaille sur l'audio, mais ça pose plusieurs questions et problèmes. D'abord, la voix est une donnée qui est identifiante. Donc, par rapport aux contraintes et au respect de la vie privée des enquêtés et à cette question du consentement qui est donné par rapport à leur participation à l'enquête, on se doit de tout faire pour que, dans l'idée de mettre un jour en libre accès nos données d'enquête, puisque nous sommes dans une politique scientifique d'open science, open data, mais pour les rendre disponibles, il faut être certain qu'il y ait une protection des enquêtés, entre guillemets une protection au sens que l'on ne puisse pas identifier les enquêtés. Donc déjà, la retranscription, le passage par l'écrit, permet de monter en généralité. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'âge exact des répondants et leur situation professionnelle exacte par le détail ? Non. On monte en généralité, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne garde pas l'âge exact, mais on fait des classes d'âge, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir est-ce que l'enquêté, c'est un jeune de 18-24 ans ou est-ce que c'est un retraité de plus de 65 ans ? Mais on n'a pas besoin d'avoir l'âge exact de dire il a 22 ans ou il a 67 ans. Ensuite, par rapport aux situations professionnelles, pareil. On a là aussi, quand on passe à la retranscription et qu'on anonymise, on monte en classe, on catégorise, on codifie en fait des informations de façon à ce qu'on garde bien la trace de l'information principale. Et ensuite, les retranscriptions, parce que vous me parlez de comment est-ce que nous avons démarré, en tout cas mis en place la méthodologie d'analyse. Elle passe par 2 phases. Donc, j'utilise 2 approches. Une approche que je qualifierais plutôt d'inductive, c'est-à-dire je pars de ces retranscriptions, de ces données, et avec un outil logiciel qui va me permettre d'encoder thématiquement, de manière séquentielle, et de faire des regroupements ensuite par rapport à des caractéristiques de mes enquêtés. Est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce que ce sont des femmes ? Est-ce que nous avons des différences entre la manière dont on a vécu le confinement, selon qu'on est homme, selon qu'on est femme, selon qu'on est jeune, selon qu'on est vieux ? Tout ça permet d'avoir une approche par les données, c'est-à-dire une approche où on va partir de ce que les enquêtés nous ont dit et remonter en généralité à travers les catégories thématiques que l'on interroge. Je parlais tout à l'heure de l'angoisse, de comment est-ce qu'on se sent dans cette période de confinement. J'ai découvert en codant, puisque j'ai codé l'ensemble des entretiens sous NVivo, j'ai fait des catégories d'analyse assez ad hoc qu'on ne retrouve pas dans les enquêtes générales. Par exemple, les catégories d'analyse « j'en ai marre », les catégories d'analyse je suis inquiet, je suis angoissé. C'est des éléments où on va pouvoir retravailler plus finement sur des vécus qui vont nous apporter beaucoup de choses en lien avec d'autres. Est-ce que quand on exprime qu'on est déçu, qu'on est angoissé, qu'on est fier, qu'on est inquiet, les mêmes personnes, est-ce que sur d'autres thématiques, sur le respect des distances, etc., elles sont aussi dans des configurations spécifiques et comment tout cela se retrouve et lié possiblement. La deuxième approche qui complète celle-ci, en fait, qui est beaucoup plus, je dirais, hypothético-déductive, parce que en plus de partir des données, on va aussi partir, nous, de nos hypothèses de chercheurs. Et donc là, avec les données qualitatives, moi, j'ai démarré un travail avec un autre outil logiciel qui fait plutôt ce qu'on appelle de la statistique textuelle et qui va avoir comme objectif d'essayer de repérer si, dans tout mon ensemble, dans tout mon corpus des 80 entretiens, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle des univers de discours spécifiques ? Et c'est un travail qui a été là aussi mené dans une autre optique qui va être de repérer comment on peut obtenir des classes de mots, des classes de termes pour voir un petit peu comment est-ce que l'ensemble de ce corpus se dispatche au niveau de ces mondes lexicaux. Qu'est-ce que cette étude elle a permis de montrer dans les grandes lignes ? J'imagine que l'analyse n'est pas encore terminée à l'heure où on se parle et que peut-être c'est une deuxième étude dans une grosse étude là, Vico, parce qu'il y avait déjà eu, vous avez dit, une étude quantitative avec 16 000 réponses qui est absolument énorme. Qu'est-ce que c'est les grandes lignes, les grandes conclusions à ce mi-parcours de recherche ?
Oui, exactement. C'est bien d'avoir déjà. Alors, exactement, pour l'instant, je serais incapable de vous dire de manière arrêtée les conclusions définitives d'analyse. Je suis totalement immergée dans cette analyse-là, en train de coder avec Envivo, travailler avec Iramutech, de travailler avec les outils, de revenir aussi avec les étudiants que j'avais l'année dernière qui ont fait les entretiens en M1 et que j'ai l'immense plaisir de retrouver en M2 cette année, donc que je vais continuer à associer à cette analyse-là des données. Et en même temps, la saison 2, elle va pas du tout ressembler à la première, puisque dans la première, on a produit les données, on a mené l'enquête, on a conçu l'enquête, on a fait tout ça ensemble et ils ont mené des entretiens. Et la saison 2, c'est qu'est-ce qu'on en retire en termes de résultats. Donc, par contre, il y a déjà des pistes ou des éléments qui se dégagent assez fortement effectivement de ce premier travail d'encodage thématique dont je parlais. La première peut-être chose qui est une piste plutôt qu'un résultat, mais que nous allons creuser, c'est l'extrême diversité des ressentis au niveau de cette période. Et là où l'enquête quantitative avait souligné effectivement qu'il y avait une part importante des enquêtés qui avaient très mal vécu ce confinement, en fait, le qualitatif vient un petit peu préciser. Elle ne remet pas en question ça. Effectivement, il y a un certain nombre d'enquêtés pour qui le confinement a été une épreuve extrêmement difficile, mais constate que cette difficulté, elle se colore pas de la même manière, selon effectivement que on a été confronté à des situations socio-économiques notamment, en lien avec des inégalités, de situations matérielles, de revenus, d'une part, mais pas que. Et on voit aussi apparaître des éléments qui sont très en lien avec des questions de comment on s'estime plutôt fragile ou plutôt fort pour affronter des situations et comment on met ça en lien avec ce vécu-là. Donc, une grande diversité, c'est pas dichotomique, c'est pas d'un côté, il y a ceux qui l'ont bien vécu et de l'autre côté, ceux qui l'ont super mal vécu. En fait, il y a eu des phases et c'est pas linéaire et il y a eu des tas de choses qui sont... Voilà. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on voudrait à nouveau creuser, qui est en lien avec vraiment l'aspect émotionnel. Pas uniquement ça. Ensuite, on a d'autres pistes de résultats que l'on va creuser. C'est un ensemble de résultats sur l'activité professionnelle. Clairement, on en a beaucoup parlé, mais on a beaucoup parlé du télétravail, on a beaucoup parlé des formes liées au travail, et le qualitatif, l'enquête, en tout cas qui est en train d'être analysée, montre que la vision, les perceptions, les représentations sociales qui sont accordées, qui sont en lien avec le travail, eh bien, elles sont intéressantes à questionner parce que là aussi, elles sont loin d'être dichotomiques. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont énormément travaillé et d'un autre côté ceux qui ont été totalement à l'arrêt. On voit que notamment la question du genre, on a beaucoup parlé de la charge mentale, on a beaucoup parlé de comment est-ce que l'aspect fusion quelque part entre les espaces domestiques et les espaces de travail, parce que finalement le télétravail a mêlé ces différents espaces entre eux, ont été également des sources de complications ou de difficultés dans les familles, notamment dans les couples, et comment ça s'est réparti. Donc on va avoir vraiment un intérêt à vraiment regarder comment les enquêteurs en ont parlé, comment ils se sont expliqués sur comment ils ont vécu ce travail-là. Et puis, peut-être dernier point, je ne veux pas être trop longue, mais il y a des éléments de résultats qu'on va beaucoup regarder sur cette question du rapport aux institutions, du rapport à la norme, du rapport à la loi, du rapport à l'obligation de... Et là, on va beaucoup plus loin, on va réfléchir et voir comment est-ce que finalement, dans une situation inédite de pandémie, on se trouve confronté à des éléments d'adaptation de chacun, de chacune. Est-ce que finalement, une des questions qu'on pourrait se poser, est-ce que le confinement constitue une sorte de choc moral, comme un événement qui arrive et qui d'un coup je sais pas, un tremblement de terre, un attentat terroriste, sur lequel il y a un effet de sidération ou pas, ou au contraire, est-ce que le confinement, c'est finalement une situation qui est encore autre chose, qui est encore d'une autre nature et qui du coup amène les enquêtés à avoir une adaptation qui ne va pas être de la même nature que les mécanismes qu'on connaît par ailleurs, qui ont été étudiés face à des situations de profond bouleversement de nos sociétés. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. J'ai beaucoup aimé travailler sur votre recherche parce que justement, elle nous amène au cœur de la méthodologie de la recherche. C'est hyper intéressant. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez me dire si et comment la crise de la Covid a changé votre manière de travailler ? En fait, c'est un peu la question fil rouge de notre podcast.
Et surtout, c'est la première fois que je demande à une chercheuse d'être son propre sujet de recherche finalement. Comment est-ce que j'ai vécu, moi, cette situation personnellement de la Covid dans mon environnement de travail ? D'abord avec beaucoup de frustration de devoir interrompre mes cours en présentiel et mon travail en présentiel avec mes collègues, parce que la recherche est un monde vivant, est un monde dans lequel on a besoin de brainstormer, d'utiliser des temps de réunion, de pouvoir être d'accord ou ne pas être d'accord. Et quand on est derrière des écrans sur Zoom ou sur des outils de visio, eh bien cette frustration, elle est forte. Donc je l'ai vécu comme beaucoup, avec beaucoup d'écrans et beaucoup de visio. Et en même temps, j'ai été assez, malgré tout, rassurée sur le fait que on s'adapte, nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi cette capacité de se dire, on va continuer à faire de la recherche, on va continuer à se poser des questions sur comment nos sociétés évoluent, comment est-ce qu'effectivement nous pouvons mesurer des phénomènes sociaux, comment est-ce que la recherche peut se poursuivre. Et en cela, finalement, c'est pour ça que je parle d'une sorte de mise en abîme, mais cette enquête Vico, elle nous a donné les clés, les ressorts pour pouvoir continuer à la fois à tester méthodologiquement nos outils et également de travailler toujours avec les étudiants, parce que c'est vraiment pour moi un fil conducteur très important. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, Impact saison 2 avec Stéphanie Abrial, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous raconter quels ont été les changements pour vous dans votre vie d'un confinement à l'autre, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Impact Podcast et nous dire ce que vous en pensez sur Apple Podcast et les réseaux sociaux. À mercredi prochain dans Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.